Bonjour, bienvenue sur mon blog. Vous avez remarqué, c'est la crise. Et on sait tout ce que ça veut dire, la crise. Ça veut dire toujours plus de chômage. Seulement voilà, quand on pose la question aux employeurs européens, eh bien ils sont plus d'un tiers à dire qu'ils ont des difficultés à recruter. Et essentiellement des ouvriers qualifiés. Et pas par centaines, hein, par milliers. On manque de manuels, on manque de jeunes manuels. Et pourtant, un monde sans ouvriers, sans artisans, ce serait pas beau à voir. Regardez. Stell dir vor, wie im Traum, seh ich was, glaub es kaum. Alles was von Hand gemacht, das geht grad vorbei. Ich schau mich sing ein Lied davon, dass sich viel biegt. Komm mit mir, egal wohin, meine Hand und lauf. Sag mal, weißt du wie es ist ohne sie? Ich nehm dich mit auf mein Weg, sing mein Lied, das noch nie. Was wäre das Leben ohne das Handwerk? Mist! Au moins c'est clair. Mais comment expliquer que la même pénurie de main-d'œuvre crée moins de chômage en Allemagne et plus en France? Alors bien sûr, il y a des raisons économiques, mais il y a aussi et surtout l'école. Et oui, 90% des jeunes Allemands qui sortent de formation professionnelle obtiennent un emploi dans les 6 mois. En France, c'est moins d'un jeune Français sur 2. Ça fait quand même la différence, non? D'autant que l'Allemagne n'est même pas un des pays d'Europe qui oriente le plus sa jeunesse dans les filières professionnelles. Regardez, je vous ai préparé une infographie. Alors en Autriche, République tchèque, Slovaquie et Lituanie, plus de 70% des jeunes sont inscrits dans des filières professionnelles. Des filières qui en moyenne sont 10% plus masculines que féminines. Et 2 tiers des jeunes en formation professionnelle, c'est un chiffre énorme. En Europe, c'est plutôt 50-50, c'est-à-dire moitié filière générale, moitié filière professionnelle. Cela dit, en y regardant de plus près, ces 4 pays dont je viens de vous parler ont un point commun. Eh oui, ils ont tous les 4 adopté le système dual à l'allemande, un système qui permet aux élèves d'alterner entre théorie à l'école et pratique en entreprise. Justement, on va rejoindre Elisabeth Scherer qui se trouve dans un de ces pays qui privilégie l'alternance. Salut Elisabeth, et d'ailleurs tu es où ? Eh bien Anthony, je suis en Hollande et ici la formation professionnelle est prise très au sérieux puisqu'elle concerne 60% des jeunes scolarisés. Je te propose de découvrir le lycée d'Avincy à Dordrecht qui a mis en place un projet innovant en 2007. L'idée, créer une étroite collaboration entre l'école et l'entreprise, si bien qu'une association d'entrepreneurs a installé son siège au sein même de ce lycée. Je t'emmène dans la section bâtiment rencontrer Harry van den Herik. Il est co-responsable de l'établissement. Bonjour monsieur. Hey, Enchanté. hello, how are you? Monsieur van den Herik, cette collaboration entre école et entreprise, en quoi ça consiste concrètement? Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que les entreprises prennent en charge tout l'enseignement pratique de la formation. Et l'école s'occupe de la partie théorique. Mais c'est ensemble que nous définissons le contenu de la formation. Pour ce qui est de la partie pratique, elle se fait d'une part ici, en atelier, et d'autre part en vrai, dans une entreprise. Il y a à peu près 200 élèves en formation ici. Et c'est l'école qui centralise tout. Nous veillons à ce que tout soit bien organisé. Les examens, le nombre de places disponibles pour les jeunes en entreprise. On supervise les cours théoriques. Tout est fait pour que les élèves soient au mieux préparés à leur future vie professionnelle. Qu'est-ce que cette collaboration apporte d'une part aux entreprises et d'autre part à l'école? L'avantage pour les entreprises, c'est qu'elles disposent d'un personnel jeune et bien formé. L'école, elle, répond à la demande des entreprises qui sont en quelque sorte ses clients. Et comme les entreprises qui collaborent avec nous sont impliquées dans la formation et en sont en partie responsables, elles savent sur quelle future main-d'œuvre elles pourront compter.
Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de travaux pratiques dans cette école. Et en même temps, on suit des cours théoriques. Il y a un bon va-et-vient entre les deux, et c'est ça qui est intéressant. Tout cela peut paraître un petit peu ordinaire, Anthony, et pourtant ce qui caractérise cette parfaite symbiose entre enseignement et entrepreneuriat, c'est que l'école aussi se déplace dans l'entreprise. Je suis avec René Van Harten, il est professeur au Collège d'Avincy et il y a encadré ses élèves qui réalisent des travaux pratiques grandeur nature. Là, il y a un problème. Les poutres ne sont pas droites. Tu vois qu'il y a un espace. Là, il faut que tu coupes bien droit en suivant la ligne. Fais attention à la hauteur. Alors, Monsieur Van Harten, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens ici pour m'assurer que tout se passe bien. Parce qu'en plus, les élèves exécutent une vraie commande. Et elle est rémunérée. Même s'il s'agit d'un travail, le plus important, c'est que les élèves apprennent des choses. Le fait de mettre cette poutre à niveau, par exemple, et de travailler en grandeur nature, est un vrai moment d'apprentissage. Le fait que les élèves soient ici sur un vrai chantier et réalisent de vrais travaux, en quoi c'est important? Ils apprennent plus vite, parce qu'ils sont confrontés plus rapidement à la pratique. Et ils sont obligés de se comporter en adultes. En plus, nous avons à notre disposition beaucoup de matériaux. Regardez tout ce qu'il y a. Dans un atelier ordinaire d'une école professionnelle, on construirait un tout petit bout de cloison, pas comme celle-ci, qui est à l'échelle réelle. Comment est-ce que vous suivez Franck, par exemple? Franck a un cahier de suivi avec lequel nous travaillons. Pourrais-tu me l'apporter, Franck? Il a une évaluation pendant toute la durée de son apprentissage. Là, on voit par exemple qu'il y a certaines choses qu'il doit améliorer. Bon, on a encore 1 an et demi pour y arriver, hein. J'ai 17 ans et je gagne 540 € par mois. Si je travaille bien, je pourrais peut-être un jour être embauché par l'une des entreprises qui nous font faire ces travaux. Bon, le système dual à l'allemande, classique, on sait ce que c'est. C'est 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise. Mais les Néerlandais ont inventé une variante. Eh oui, non seulement les entreprises sont au cœur de l'école, ça on l'a vu, mais en plus, les élèves ont le choix entre 2 formules. Première formule, 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Deuxième formule, 4 jours à l'école et 1 jour en entreprise. C'est toujours de la formation professionnelle, mais à la carte. Ce que je ne t'ai pas dit, Anthony, c'est que quel que soit le mode de formation choisi, tous les élèves apprentis reçoivent à la fin de leurs 4 années d'enseignement le même diplôme. Oui, ça paraît incroyable et c'est pour ça que je vais demander des précisions à Manfred Poltzin, le porte-parole de la formation professionnelle aux Pays-Bas. Bonjour Monsieur Poltzin. Bonjour Madame Scherer, bienvenue. Merci. Monsieur Poltzin, j'ai du mal à comprendre qu'un jeune en formation professionnelle qui passe les 3/4 de son temps à l'école reçoive le même diplôme que celui qui aura passé les 3/4 de son temps en entreprise. Il faut réaliser qu'il y a 20 ans, on critiquait la formation professionnelle parce qu'on la trouvait beaucoup trop théorique. Les employeurs ont demandé aux écoles que les formations soient plus orientées vers la pratique. Finalement, on a décidé de combiner 2 systèmes, soit plus de théorie, soit plus de pratique, selon les cas et les désirs des élèves, avec au bout le même résultat et le même diplôme. L'important, c'est que ces formations soient adaptées aux capacités et au caractère de l'élève. Tout ce qui compte, c'est que l'élève acquiert les compétences nécessaires pour exercer son métier futur. Et ça paye ce type d'approche.
comme les jeunes Allemands, 90% des jeunes apprentis néerlandais trouvent un travail à l'issue de leur formation. Et d'ailleurs souvent dans l'entreprise qui les a formés tout au long de leur scolarité. Il y a des pays en Europe où ça se passe beaucoup moins bien. La Hongrie par exemple. Là-bas, le chômage des jeunes est très élevé. Mais la Hongrie veut réagir. Et c'est pour ça qu'on va retrouver sur place Julie Delettre. Salut Julie. Bonjour Anthony. Ici en Hongrie, la formation professionnelle est en pleine restructuration, car il faut bien le dire, elle ne bénéficie pas d'une bonne image. Plus de 30% des élèves abandonnent la formation au cours de la première année, et pour ceux qui tiennent bon, moins de 30% d'entre eux trouvent un emploi dans le métier qu'ils ont appris. Là, je suis dans la proche banlieue de Budapest. Je t'emmène dans l'école Joseph Evedes qui forme près de 600 élèves au métier de la métallurgie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez eu envie de vous tourner vers l'apprentissage ? En Hongrie, la métallurgie est un des domaines où il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Donc il n'y a pas de risque de chômage. On gagne assez bien sa vie et on n'a pas besoin de cumuler plusieurs emplois. Là, ces machines que vous voyez dans cette salle, on a pu les acheter grâce aux subventions européennes. Mais comme dans toutes les formations professionnelles, c'est l'argent qui manque. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer aujourd'hui ? Dans notre pays, comme dans les pays qui appartenaient à l'ancien bloc soviétique, la formation professionnelle n'est pas suffisamment structurée. Aujourd'hui, on manque d'entreprises pour accueillir les élèves. Tout ça avant était assuré par les entreprises d'État. Alors, Madame Roustine-Château, vous êtes la directrice adjointe de cette école. Il y a plus de 30% des élèves qui abandonnent dès la première année. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon ? Les élèves se disent, même si je fais une formation, je ne suis pas sûre de trouver du travail. Et dans le contexte économique actuel, ils voient que la vie est toujours plus dure et qu'il est très compliqué de se faire une place sur le marché. Ils ne croient pas beaucoup en l'avenir et ne voient pas l'utilité d'apprendre un métier si c'est pour ne pas trouver d'emploi. Eh bien, avant la chute du mur, la Hongrie avait un système de formation professionnelle très performant. Bah oui, sous le communisme, les métiers manuels étaient à la fois très valorisés et puis toutes les entreprises appartenaient à l'État. Mais après la chute du mur, eh bien, les industries d'État se sont effondrées et le système de formation professionnelle avec. Et oui, il a vivoté sans moyens jusqu'à aujourd'hui, où il est totalement en inadéquation avec le marché du travail. Et en plus, il est marqué au fer rouge par son passé communiste. Aujourd'hui, Anthony, 66% des jeunes Hongrois choisissent la voie de l'enseignement professionnel. C'est un véritable enjeu économique pour le pays, d'autant que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de plus de 25%. Anthony, je suis dans une entreprise d'électricité, Elmu, qui a pour habitude d'accueillir une trentaine d'apprentis par an. Alors, est-ce que c'était facile de trouver une entreprise pour vous accueillir pendant votre formation ? Non, ça a été assez difficile. D'autant que je m'étais embarqué dans une formation de peintre en bâtiment. Et puis, on m'a conseillé de changer. Et du coup, j'ai atterri ici. Est-ce que vous avez des aides de l'État ou des subventions pour pouvoir accueillir un apprenti en formation dans votre entreprise ? Non. Nous n'avons pas de subvention proprement dite. Mais nous pouvons déduire un certain montant de nos impôts si nous utilisons ce montant uniquement pour la formation des élèves. Tu vois, Anthony, la Hongrie a encore des efforts à faire, mais elle s'y emploie aujourd'hui. En novembre 2010, le gouvernement a signé avec la Chambre de commerce et d'industrie un important accord sur la formation professionnelle. Je vais rencontrer Laszlo Parag, le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, qui va nous expliquer tous ces changements. Nous allons réduire l'obligation scolaire de 18 à 17 ans. La formation va être de 3 ans et nous allons doubler les heures pratiques, jusqu'à 2000 heures par an essentiellement en entreprise et pas à l'école, ce qui fait que l'élève apprendra la réalité du métier sur le terrain.
Est-ce que ça va être aussi un moyen de réduire le chômage? Certainement. Selon les statistiques, dans les 9 mois qui suivent la fin de la formation, seulement 30 élèves sur 100 trouvent un emploi. C'est catastrophique. La Hongrie avait un excellent système de formation avant la chute du mur. Mais ensuite, tout s'est effondré et aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre dans certains métiers. Même le gouvernement le reconnaît. Il faut refonder ce système de formation. Ne cherchez pas. La Hongrie est en train d'adopter le système dual à l'allemande. Point barre. En Wallonie, le problème, ce sont les jeunes eux-mêmes. Et oui, ils ne veulent plus faire de métier manuel. C'est trop dur, c'est trop dévalorisant. Alors regardez comment le gouvernement wallon s'y prend pour les draguer, ces jeunes, et tenter de les ramener vers les lycées professionnels. On est à pratiquement 20 000 emplois de disponibles. Je pense notamment à des couvreurs, à des carreleurs, à des maçons, à des coffreurs. Toutes ces fonctions pour lesquelles nous ne trouvons plus personne. Alors même qu'il y a un grand nombre de demandeurs d'emploi. D'où l'idée de la région wallonne de Skills d'assurer une vaste promotion, tant dans l'enseignement que dans les centres de formation, pour attirer des jeunes à finalement embrasser un avenir à deux mains. Cette main intelligente qui annie à la fois la compétence de l'esprit, mais aussi de la dextérité. L'avenir, c'est demain. skillsbelgium.be. Oui, enfin, la France aussi a un problème d'image. Son système de formation professionnelle est considéré comme une voie de garage. Pour attirer les jeunes, on a aussi tout essayé, hein. Des campagnes à la belge, il y en a eu beaucoup. Et puis il y a aussi un système bien français. Je m'explique. Regardez, de la même façon qu'il y a en France des grandes écoles pour former une élite d'ingénieurs, eh bien, il existe des filières d'excellence pour former une élite ouvrière, avec des voies royales, comme le compagnonnage. Et il y a même des concours pour les meilleurs ouvriers de France et puis les meilleurs apprentis de France. Tenez, justement, hier soir, j'avais rendez-vous avec quelques-uns d'entre eux. Je voulais vous les présenter, regardez. Monsieur Chevalier. Bonjour Anthony. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes compagnon du Tour de France. Où est-ce qu'on est exactement ici? Compagnon charpentier des devoirs du Tour de France et nous sommes précisément devant la maison qui est le siège social des compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France depuis 1831. Bon, bah, très bien, je crois qu'on nous attend. Entrons. Allons-y. Je vous en prie. Merci. Alors bonjour à tous, bonsoir même. Bonsoir. Alors je suis un peu impressionné parce que là je suis parmi probablement l'élite ouvrière française. Vous êtes Madame Roland, meilleure ouvrière de France, c'est ça? Oui, c'est exact. Meilleure ouvrier de France en esthétique, art du maquillage. En quelle année? 1994. D'accord, et vous êtes meilleur jeune apprenti de France? Oui, c'est ça. Donc meilleur apprenti de France, je m'appelle Claude Philippe. Je suis meilleur apprenti de France en couverture zinguerie. C'est-à-dire ce qui permet de couvrir le toit. De couvrir la charpente en zinc, c'est une spécialité très française d'ailleurs. Ouais, c'est quasiment l'un des seuls pays où il y en a autant. Et vous? Bernard Werner, je suis tourneur sur bronze d'art. C'est-à-dire? Eh bien... C'est un métier d'art un peu rare. Si vous vous rappelez la cage pour le parfum Coco Chanel. Oui, je vois très bien. D'accord, ok. Et vous êtes meilleur ouvrier de France aussi? 1976. Combien de jeunes sont aujourd'hui en apprentissage par le biais des compagnons du Tour de France? Nous avons sur l'ensemble de notre réseau, au travers de toutes nos fédérations, à peu près 8000 jeunes qui sont en première formation ou qui sont en formation continue d'adultes. Alors, Monsieur Werner, vous êtes vice-président de l'association des meilleurs ouvriers de France. On a devant nous un diplôme et puis une médaille. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi cette association a été fondée? Je crois que c'était en 1929. Parce que déjà à l'époque, il manquait des artisans, parce que la grande industrie travaillait déjà à la chaîne et prenait les ouvriers des artisans et en les payant un petit peu mieux. Donc il y avait déjà une crise de l'artisanat. Alors aujourd'hui, il y a 165 métiers, c'est quelque chose comme ça je crois, pour lesquels on peut obtenir le titre de meilleur ouvrier de France. C'est énorme. Plus ça va, plus les métiers se développent. Cette année, on va avoir, enfin en 2011, on va avoir les barman et on va avoir le toilettage de chiens. Et au fur et à mesure, de nouveaux métiers rentrent et d'autres métiers disparaissent. Ah, il y a des métiers qui disparaissent? Quelques-uns. Par exemple? Les enfileuses de perles. Et alors, vous êtes meilleur apprenti de France, vous avez 18 ans, je crois. Oui, c'est ça. Ça se passe comment, alors, pour devenir meilleur apprenti de France? Alors, on était, tout en étant à l'école, on nous a proposé si on voulait participer au concours. Donc, de là, on s'est inscrit.
Et après l'inscription, on a simplement réalisé un sujet qui nous est donné. Imposé. Imposé, oui. C'était quoi ce sujet imposé? C'était un toit à faire? C'était un bout de toit? Non, pas du tout. C'était un chéneau avec une main courante, un devant de socle et une cuvette de réception. Ah, quand même. C'est tout. Quand on a reçu les plans, il y a eu plusieurs heures de travail derrière. Pour ma part, à peu près 200. Ah, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Pourtant, la réalité de l'apprentissage en France, c'est que près de 13 à 17% des jeunes Français sortent sans aucun diplôme du système scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là? Qu'en pensez-vous, vous, par exemple? Alors je dirais qu'il y a effectivement un problème parce que les métiers de l'artisanat pendant des années ont été dévalorisés en France. Dans la tête des parents, il fallait faire un minimum un bac, donc faire des études supérieures pour être ingénieur ou autre. En fait, tous les enfants ne sont pas égaux, personne n'est égaux dans ce domaine et on ne peut pas devenir tous ingénieurs. Donc il y a les métiers de l'artisanat et il ne faut pas penser que de faire un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle, pour aborder une profession, c'est dévalorisant. Bien au contraire. Maintenant, il y a aussi tous ces concours que l'on retrouve, notamment le concours du meilleur apprenti de France, le concours du meilleur ouvrier de France, qui existent et qui sont là pour vraiment valoriser et emporter l'individu vers l'excellence, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel métier de l'artisanat. Le compagnonnage a réussi à perdurer avec ce que j'appelle, entre guillemets, les 4 ou 5% de marginaux qui se sont orientés en direction de nos métiers contre l'avis de tous les orientateurs et parfois de leur famille. Merci à vous tous de m'avoir reçu. Je voulais vous faire remarquer, regardez, derrière, il y a quand même des choses absolument extraordinaires. Ce sont, je crois, des chefs-d'œuvre de compagnons du Tour de France qu'ils ont dû présenter pour leurs examens, pour être reçus comme compagnons. C'est quand même très, très beau. Bon, pour être tout à fait juste, récompenser les talents exceptionnels n'est pas cantonné à la France. Et non, ces concours d'excellence ouvrière ont aussi leurs Jeux Olympiques. Ça s'appelle les World Skills, ou les Olympiades des métiers. Et ça existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Regardez. En 1947, le premier championnat national s'est déroulé à la Virgen de la Paloma, un centre d'apprentissage à Madrid. Plus de 4000 apprentis et des douzaines de professionnels se sont affrontés pour les premières médailles. Confortés par ce succès, les organisateurs ont voulu faire mieux. Le Portugal a été le premier à montrer de l'intérêt pour les propositions espagnoles. Et en 1950, le premier concours international couvrant 12 disciplines s'est déroulé à Madrid. Le soutien du Portugal a été décisif et a rapidement entraîné l'adhésion d'autres pays. En 1953, des jeunes gens venus d'Allemagne, du Royaume-Uni, de France, du Maroc et de Suisse ont participé à la première compétition internationale des métiers. En 1964, le championnat s'est tenu à Lisbonne pour la première fois. Et en 2000, 50 ans après sa naissance, la manifestation s'est tenue à Montréal sous son nom actuel, l'Olympiade des métiers. Madrid, 1946. Et oui, les Olympiades des métiers, ça a commencé sous le franquisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu attendre 7 longues années pour que d'autres pays s'y rallient. Quant aux prochaines Olympiades, elles auront lieu à Londres en 2011. Bon, je le dis, vous serez d'accord avec moi. Tant d'argent dépensé pour des concours ou des médailles, c'est un peu inutile. Les jeunes, pour les attirer, il faut savoir leur parler, tout simplement. Il faut savoir les motiver. Regardez. Jeunes, les métiers manuels sont aussi de beaux métiers. Être au bâtiment, alors là vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Formidable, vous pouvez y aller. Alors évidemment, les métiers manuels vus comme ça fait envie. Mais vous savez, vous pouvez multiplier les pubs que vous voulez, vous pouvez faire autant de campagnes de promotion que vous voulez, vous pouvez même distribuer des milliers de médailles, vous n'y changerez rien. Une formation, elle n'est attrayante que lorsqu'on est sûr de trouver un emploi au bout. Et à ce petit jeu-là, ce sont les pays qui pratiquent l'alternance, on l'a vu, qui obtiennent les meilleurs résultats.
Alors le système dual à l'allemande n'est pas dénué de critiques. Et oui, par exemple, on lui reproche d'orienter les enfants trop jeunes, entre 10 et 12 ans. Et puis on lui reproche aussi d'offrir trop peu de passerelles pour ceux qui voudraient poursuivre des études plus longues. Et oui, mais il est efficace et il est populaire. Et puis il permet des réussites du type de celle de Jürgen Schrempp, qui serait d'ailleurs difficilement imaginable en France. Jürgen Schrempp, il a commencé comme apprenti mécano chez Daimler et il a terminé PDG du groupe. Pas mal, non? Alors, on se retrousse les manches et on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver mon blog sur arte.tv. Cette émission sur Arte Plus 7. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors restez connectés. Cette émission vous a été présentée en partie